Salut, c'est Alain. Il y a quand même un truc marrant en France, c'est qu'on n'a jamais eu de reine, seulement des rois. Je veux dire, il y a eu des reines qui étaient les épouses des rois, évidemment. Il y en a eu aussi qui ont exercé la régence au nom de leur mari ou de leur fils. Mais aucune qui ait régné vraiment en son nom propre. Comment ça se fait au final? Vous n'allez quand même pas me dire que le hasard a bien fait les choses et qu'il y a toujours eu un héritier masculin prioritaire par rapport aux filles. Évidemment non. Alors... Ah oui, la fameuse loi salique, qui dit que seul un royal derrière masculin peut s'asseoir sur le trône de France. Eh ben en fait, pas du tout. Elle a bon dos, cette loi. Et d'ailleurs, d'une part, elle est hyper tardive, et d'autre part, on se fait beaucoup de fausses idées à son sujet. Elle a, quelque part, toujours existé, puisqu'elle date de l'époque de Clovis. Et puis aussi, elle a été invoquée pour justifier la prise de pouvoir de Philippe V, le fils de Philippe le Bel, au détriment de Jeanne de Navarre, sa nièce, qui aurait dû hériter. Ou alors, elle a été utilisée pour justifier que Philippe VI de Valois hérite du trône après ce même Philippe V et son frère Charles IV, pour ne pas que la couronne française tombe dans le giron anglais via Isabelle, vous savez, la louve de France, fille de Philippe le Bel, qui avait épousé le roi d'Angleterre. Essayons de rendre tout ça un peu plus clair. Déjà, cette loi, elle nous dit quoi? Eh bien, elle parle de beaucoup de choses. Relations sociales, tarif des amendes en cas de vol, de meurtre, et dispositions de droit privé, j'ai bien dit privé, c'est important, relatives au statut des hommes et des terres. C'est dans ce cadre qu'un simple article très précis, le 62e, relatif aux dispositions de succession de terres libres, dit, je cite, que la terre salique, nulle part héréditaire, ne vienne à la femme, mais que tout l'héritage de la terre vienne au sexe masculin. Il s'agit donc d'une disposition privée qui ne parle pas du tout de la royauté ni de la succession des princes et qui dit donc que dans un héritage familial, les hommes héritent de la terre, les femmes des biens meubles. C'est une manière pour les Francs de garantir l'intégrité de la tribu en faisant en sorte que la terre reste dans le clan, les femmes pouvant être amenées à se marier à l'extérieur. C'est important parce que la terre est alors toute la richesse du clan. Posséder des terres, c'est disposer de ressources, pouvoir partir à la guerre, ce qui, pour un guerrier franc, est la moindre des choses, et donc d'être un homme libre. Mais ici, pas de couronne, pas de royaume, juste quelques dispositions privées dans un texte beaucoup plus conséquent. Alors, comment est-elle devenue le prétexte à virer les filles du trône? L'origine de la loi salique est effectivement ancienne. Certains même l'attribuent au mythique roi Pharamond, l'ancêtre plus ou moins imaginaire des rois mérovingiens. C'est ce que nous dit le moine Frédéguer, vers 660, dans son ouvrage le Liber Historiae Francorum, l'histoire des Francs. Bon, Pharamond n'a sans doute jamais existé. Mais c'est bien une ancienne loi germano-franque, rédigée en latin, truffée de mots germaniques, à partir du VIe siècle, sans doute vers la fin du règne de Clovis, inspirée du droit oral et enrichie ensuite en particulier par Charlemagne, qui fait passer le texte de 65 à une centaine d'articles. Cette ancienneté, plus tard, va lui donner une légitimité, le poids de la tradition et de la sagesse des anciens. Elle deviendra, je cite, la première loi des Français, même quand elle sera complètement remaniée et réécrite beaucoup plus tard. Souvenez-vous des rois maudits de Maurice Druon. À la mort de Louis X, le hutin, ça veut dire l'emmerdeur, pour faire simple. On a un gros problème de succession. En toute bonne logique,
c'est sa fille, Jeanne, qui hérite du trône. Oui, mais Jeanne, c'est la fille de Marguerite de Bourgogne, qui a été répudiée pour adultère. Vous savez, c'est l'affaire de la Tour de Nesle, qu'on appelle l'affaire des Brues du Roi, où les belles-filles de Philippe le Bel ont trompé leurs maris respectifs, les futurs Louis X et Charles IV, sous l'œil complaisant de la femme du futur Philippe V. Philippe le Bel n'a pas vraiment apprécié la plaisanterie. Les maris trompés non plus d'ailleurs. Et les amants ont été proprement massacrés, et les femmes adultères envoyées au fond de cachots sordides. Marguerite y mourra d'ailleurs, non pas étranglée par le sbire de Jean Piat, le Robert d'Artois de la série de 1972, mais sans doute de tuberculose, due aux conditions épouvantables de sa détention. C'est fait, monseigneur. Bref, toujours est-il qu'à la mort de Louis X, il laisse une fille, Jeanne, et une femme, la deuxième, Clémence de Hongrie, enceinte. Comme Jeanne est l'aînée, elle devrait monter sur le trône. Mais rien dans nos coutumes n'interdit aux filles de régner. Folie! Ce serait folie en vérité que de laisser fille monter au trône. Druon nous dit que comme elle est soupçonnée d'être illégitime, vu les frasques de sa mère, elle est écartée au profit de l'enfant à naître. Oui, mais celui-là, l'échographie n'est pas franchement claire à ce moment-là. Et on ne sait pas, évidemment, si ce ne sera pas aussi une fille. Et le problème se repose à la naissance de l'enfant, qui est alors roi sous le nom de Jean Ier, mais qui meurt au bout de 5 jours. Et donc, rebelote, qui prend le pouvoir. Je cherche depuis quelques jours dans de vieux grimoires de la coutume franque. Alors seuls les fils héritaient de la terre. La coutume salienne vaut pour race de France. Dans les faits, à ce moment-là, on ne se pose pas toutes ces questions. La légitimité de Jeanne, tout le monde s'en moque. De toute façon, elle a 5 ans de plus que son demi-frère Jean. Et personne ne pense que Marguerite ait trompé son mari pendant aussi longtemps. Mais Philippe V se proclame régent, prend le pouvoir vite et fort, avec le soutien des barons du royaume, qui ne veulent pas d'une gamine sur le trône, et puis c'est tout. La loi des mâles dont parle Druon, ce n'est pas la loi salique à ce moment-là, quoi qu'il en dise. C'est la loi du plus fort, tout simplement. Jusqu'au XIVe siècle, l'exclusion des femmes n'est tout simplement pas argumentée. C'est comme ça, c'est tout. En gros, on considère qu'avec le sacre, le rôle de roi est quelque chose d'ordre quasi religieux. Il est comme une espèce de grand prêtre du royaume de France. Et comme les femmes ne peuvent pas exercer de sacerdoce religieux, eh bien c'est pareil pour la royauté. Dans les autres pays, on n'a pas cette notion de sacre, de sainte ampoule donnée par Dieu lui-même pour consacrer le roi. C'est pour ça que c'est une notion purement française. Alors la loi salique, finalement, elle vient d'où? Je vais essayer de vous faire ça simplement, sans vous inonder de dates et de noms de rois. Eh bien, on commence à l'évoquer pendant la guerre de 100 ans, quand Édouard III, roi d'Angleterre, revendique le trône de France et met la fleur de lys sur ses armoiries. Souvenez-vous, Édouard III, c'est le fils d'Isabelle de France, la sœur de Louis X, Philippe V et Charles IV. C'est donc le petit-fils de Philippe le Bel. Ses prétentions au trône de France sont réelles. En fait, on dit souvent que c'est ce qui a déclenché la guerre de 100 ans, mais pas du tout. Ce n'est qu'un prétexte qu'il invoquera plus tard, quand les relations France-Angleterre s'enlisent à propos de la question de la Guyenne. Il finira par dire, en gros, puisque c'est comme ça, le roi de France, de toute façon, c'est moi, alors ne m'emmerdez pas. Je caricature, mais c'est un peu ça. En tout cas, en 1328, lors de l'accession au trône de Philippe VI, qui aurait donc pu être contesté par Édouard III d'Angleterre,
jamais il n'a été question de cette loi salique, pas plus que pour les rois précédents. C'est réellement après la défaite de Jean II à Poitiers qu'un moine de Saint-Denis, Richard Lescaut, commence à l'évoquer et progressivement, sous Charles V, d'autres commencent à faire des allusions de plus en plus précises à la loi salique et à sous-entendre que l'exclusion des femmes de la succession au trône de France avait une origine légale. L'idée commence à se diffuser, mais seulement à ce moment-là, a posteriori donc, qu'Isabelle, la louve de France de Druon, ne pouvait pas transmettre le trône de France, et que donc Philippe VI et ses successeurs étaient légitimes. Mais c'est sous Charles VII qu'elle va définitivement être entérinée. Charles VII, c'est le petit roi de Bourges, celui qui est remis sur le trône en quelque sorte par Jeanne d'Arc. Autant, avant, la légitimité revendiquée par Édouard III et ses successeurs se traitait surtout sur le champ de bataille, relançant encore et encore la guerre de 100 ans, autant Charles VII, lui, est carrément exclu légalement du trône. C'est le traité de Troyes, conclu en 1420 entre Henri V d'Angleterre et Charles VI. Enfin, surtout sa femme, Isabeau de Bavière, qu'on accuse ainsi d'avoir bradé la France à l'Angleterre. Mais honnêtement, en pleine guerre internationale, doublée d'une guerre civile, avec un mari, roi de France, complètement fou, elle a fait un peu ce qu'elle a pu, non? Le traité de Troyes, donc, prévoit que la France revient à Henri V à la mort de Charles VI. Officiellement, la raison invoquée est que le roi d'Angleterre est le gendre du roi de France. Mais Charles VII, fils direct du roi de France, qui n'accepte évidemment pas d'être écarté de la succession, va utiliser la loi salique non pas seulement par rapport à la transmission par les femmes, mais par rapport à l'impossibilité pour le roi de déshériter son fils, pour justifier la primogéniture, l'héritage par le fils aîné, et surtout l'impossibilité d'exhéréditer un enfant de France, c'est-à-dire de l'empêcher d'hériter. Comme Philippe Auguste, en son temps, avait utilisé le plus possible le recours légal pour gagner des terres sur les possessions du roi d'Angleterre, en l'occurrence surtout Jean Santerre, Charles VII construit un dispositif à partir de la loi salique qui lui permet de se déclarer légitime. Voilà. En conclusion, la France n'est pas un pays si macho que ça. Les dispositions légales n'ont finalement pas cherché à écarter les femmes juste parce qu'elles étaient des femmes, inférieures ou je ne sais quoi. Elles ont été victimes d'une certaine manière de dispositions légales visant à conserver l'intégrité du royaume dans une société certes très masculine, mais où, si on regarde vraiment, elles ont eu un rôle de premier plan en de très nombreuses occasions. Si elles avaient réellement été écartées, jamais, par exemple, elles n'auraient pu assurer la régence du royaume. Or, que ce soit Blanche de Castille ou Isabeau de Bavière dont je parlais à l'instant, elles ont réellement gouverné la France. Beaucoup de femmes ont laissé une trace de tout premier plan dans l'histoire de France. On ne peut les citer toutes, d'Aliénor d'Aquitaine à Jeanne d'Arc, sans parler d'Agnès Sorel et de ces femmes qui ont agi peut-être plus dans l'ombre, mais dont le rôle est loin d'avoir été négligeable.